Chapitre 1, la représentation. La grande salle de bal du domaine d'Ashford scintillait sous les lustres en cristal, tandis que les invités remplissaient l'espace décoré. Gideon Hay ajusta son costume gris anthracite et observa la scène avec le regard calculateur d'un ancien officier du renseignement militaire. Tout se déroulait exactement comme prévu. Sa fille, Ivy, était radieuse dans sa robe blanche fluide, dansant avec son nouveau mari, Riley Patterson, un jeune homme bien issu d'une bonne famille. La jeune femme de 23 ans avait hérité des traits saisissants de sa mère, mais possédait heureusement l'intelligence vive de son père. Gideon avait déployé des efforts considérables pour que ce mariage soit parfait, mais pas pour les raisons que la plupart des pères auraient. Papa, le photographe, voulait des photos de famille. Finn, 17 ans, apparut à ses côtés, ses cheveux blonds encore quelque peu ébouriffés malgré de multiples tentatives pour les discipliner pour l'occasion. Au bout d'un instant, Gideon répondit, son regard bleu perçant scrutant la foule jusqu'à trouver sa cible. Elle était là, Céleste, son épouse depuis 25 ans, resplendissante dans sa soie bleu nuit, jouant à la perfection le rôle d'une mère et d'une épouse dévouée. Elle discutait avec la famille Patterson, son rire mélodieux résonnant à travers la pièce tandis qu'elle les charmait avec des anecdotes sur l'enfance d'Ivy. Ce que l'invité ignorait, c'est que Madame Céleste Hay entretenait depuis 8 mois une liaison avec Brock Valdez, l'ancien associé et prétendu meilleur ami de Gideon. Ce que Céleste ignorait, c'est que Gideon avait découvert leur trahison 3 mois auparavant et qu'il orchestrait ce piège élaboré depuis. Le domaine d'Ashford n'était pas qu'un lieu pittoresque. Gideon l'avait acquis 6 semaines auparavant par l'intermédiaire d'une société écran. Chaque vendeur, chaque membre du personnel, chaque service de sécurité était désormais sous son contrôle. Le mariage n'était pas seulement une célébration. C'était le théâtre de l'opération la plus minutieusement planifiée de sa vie civile. Monsieur Hay, le photographe, un jeune homme nerveux nommé Wesley, s'approcha avec son appareil photo pour les portraits de famille. Bien sûr, Gideon sourit, sans jamais atteindre son regard. Céleste, ma chérie, place aux photos. Tandis que sa femme s'approchait, Gideon remarqua Brock qui s'attardait près du bar, sa grande silhouette et ses branches argentées le rendant facilement identifiable parmi les invités. L'architecte de 48 ans avait été invité en tant qu'ami de la famille, naturellement. Après tout, qui aurait pu soupçonner que l'homme qui avait été témoin à leur mariage coucherait avec la mariée? Le photographe les plaça sur les marches de marbre menant à la terrasse du jardin. Ivy et Riley au centre, flanqués de leurs parents, Finn se tenant légèrement à l'écart. Un détail que Gideon avait expressément demandé. Belle famille, murmura Wesley en ajustant son objectif. Tu dois être si fier, répondit Gideon, son bras autour de la taille de Céleste. Elle se sentit tendue sous son contact, probablement soucieuse de préserver les apparences. Si seulement elle savait à quel point sa prestation était devenue inutile. Alors que le flash des photographes illuminait leur visage, le téléphone de Gideon vibra, accompagné d'un SMS de son coordinateur de sécurité. Phase 1 terminée. Tous les systèmes opérationnels. Le vrai spectacle allait commencer. Après les photos, les invités se dirigèrent vers la salle à manger pour le dîner de réception. Gideon n'avait pas lésiné sur les moyens. Un repas de 7 plats préparé par un chef renommé. Du vin de sa collection privée. Un divertissement qui captiverait tout le monde. Et surtout, présent pour ce qui allait suivre. C'est incroyable, papa, murmura Ivy en lui serrant le bras tandis qu'il marchait. Merci d'avoir rendu ce moment si spécial. Le cœur de Gideon se serra. Sa fille était innocente dans tout cela, et il avait travaillé sans relâche pour que son bonheur ne soit pas un dommage collatéral dans sa lutte contre la trahison. Tu ne mérites rien de moins, ma chérie. Au fil de la soirée, Gideon joua son rôle à la perfection. Le père fier, l'hôte généreux, le mari dévoué. Il prononça un discours touchant sur la famille, l'amour et l'importance de la confiance, qui fit pleurer la moitié de la salle. Céleste le regardait avec une lueur de culpabilité dans ses yeux verts tandis que Brock s'agitait, mal à l'aise, à sa table. Ils ignoraient que chaque mot, chaque geste, chaque instant était enregistré par des caméras professionnelles cachées dans toute la salle. L'équipement audio était militaire, capable de capter les conversations chuchotées à travers la pièce. Tout serait capturé dans les moindres détails. Papa, il faut qu'on parte maintenant. Le murmure pressant de Finn coupa court à la satisfaction de Gideon. Son fils était apparu à ses côtés pendant le dessert, le visage pâle et crispé par l'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Gideon garda une voix calme, même si intérieurement il imaginait des complications potentielles.
Je t'expliquerai dans la voiture. Quelque chose dans le ton de Finn, un mélange de peur et de détermination qui lui rappela sa jeunesse, le fit reconsidérer la situation. Son fils n'était pas du genre à dramatiser ni à paniquer. Si Finn avait dit qu'il devait partir, c'était qu'il y avait une raison. Gideon s'excusa discrètement, prétextant un soudain mal de tête, et suivit Finn vers la sortie. En passant devant la table d'honneur, il surprit le regard interrogateur de Céleste et lui adressa un sourire rassurant. Juste prendre l'air avec Finn. Un instant. Le trajet du retour se fit dans un silence tendu. Les mains de Finn crispées sur ses genoux, il fixait la Mercedes noire de Gideon. La propriété familiale n'était qu'à 15 minutes du lieu de la cérémonie, mais cela lui semblait une éternité. Finalement, alors qu'ils s'engageaient dans l'allée circulaire de leur manoir géorgien, Finn se tourna vers son père. « Tu n'as vraiment rien remarqué ?» Sa voix se brisa légèrement. « Quoi ?» Finn prit une inspiration tremblante. Le véritable but de ce mariage n'était pas de célébrer le mariage d'Yvette, si ? C'était ton piège pour maman et Brock. Et ce soir, il marqua une pause, peinant à trouver les mots. Ce soir, tu vas les détruire devant tout le monde. Le sang de Gideon se glaça. Comment son fils de 17 ans avait-il pu mettre au point ce plan si soigneusement gardé ? Mais ce n'est pas le pire, papa. Les yeux de Finn, si semblables aux siens, exprimaient une douleur qui serra la poitrine de Gideon. Je crois qu'ils savent. Et ils ont aussi comploté quelque chose. Chapitre 2. L'architecte de la trahison. 3 mois plus tôt, Gideon Hay était un homme satisfait de sa vie soigneusement construite. Son cabinet de conseil en sécurité, bâti sur ses bases dans le calme de Céleste a finalement fissuré. Il m'a fait le faire, cria-t-elle. Tout était de sa faute. Il était froid et contrôlant, et il ne m'a jamais aimé comme Brock. L'éclosion a détruit toute sympathie que le jury aurait pu ressentir pour elle. Elle a juste admis que tout le plan était motivé par son affaire, et non par la peur ou la maltraitance. Le témoignage de Brock était encore plus désastreux. Les preuves de la poursuite ont montré que de nombreux régimes frauduleux avaient été ses idées, et sa fraude entre les entrepreneurs militaires avait précédé son affaire avec Céleste. Des militaires américains tout en fournissant des matériaux de qualité inférieure qui auraient pu mettre en danger la vie des membres du service. Pour blâmer Céleste pour ses crimes s'est effondré sous le contrôle, et ses propres déclarations enregistrées sur le plan des installations suisses ont montré qu'il était un participant enthousiaste plutôt qu'un complice réticent. Le jury a délibéré pendant moins de 6 heures avant de rendre des verdicts coupables à tous les chefs d'accusation. Céleste et Brock ont été reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude, un blanchiment d'argent, un complot en vue de commettre un enlèvement et de multiples chefs de vol d'organisations fédérales d'impôts. Le juge Morrison a prévu une condamnation pour le mois suivant, mais le message était clair. Les 2 accusés passeraient le reste de leur vie en prison fédérale. Au fur et à mesure que les verdicts étaient lus, Gideon n'a ressenti aucun triomphe ni satisfaction. La justice avait été rendue, mais le coût avait été énorme. Ses enfants avaient perdu leur mère. Sa famille avait été détruite. Et des centaines de personnes innocentes avaient souffert à cause de la cupidité de Céleste et Brock. En dehors du palais de justice, Finn se tenait à côté de son père alors que les journalistes criaient des questions sur l'affaire et ses implications. « Que pensez-vous de la conviction de votre mère ?» Un journaliste a appelé. La réponse de Finn a été mesurée et finale. « Ma mère a choisi de voler des enfants mourants pour financer son affaire. » Le verdict du jury reflète les conséquences de ses choix. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, Gideon s'est rendu compte que son fils avait appris la leçon la plus importante de toutes. La loyauté envers la famille signifiait protéger les innocents, sans permettre les coupables. La guerre était enfin terminée. Et ils avaient gagné. Chapitre 8. Le calcul. L'audience de détermination de la peine a eu lieu par une froide matinée de février, exactement 2 ans après que Gideon ait découvert l'affaire de Céleste pour la première fois. La salle d'audience du juge Morrison était remplie de victimes, de membres de la famille et de représentants des médias qui avaient suivi l'affaire de son début explosif à sa conclusion inévitable. Céleste s'est assis à la table de défense avec une combinaison de prison orange. Son apparence autrefois immaculée, maintenant une ombre de son ancien moi. La femme, qui s'est effrayée de ses relations sociales et de son influence familiale, avait été réduite à un autre prisonnier fédéral en attente de jugement. Brock est apparu également diminué, son comportement autrefois confiant remplacé par la résignation creuse d'un homme qui avait tout joué et perdu.
Avant d'imposer une peine, le juge Morrison a annoncé « J'entendrai les victimes qui souhaitent s'adresser au tribunal ». Le premier conférencier était le docteur Patricia Williams, chef d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Saint-Marie. Sa voix était stable mais remplie de colère contrôlée alors qu'elle s'adressait aux défendeurs. En raison de votre vol, nous avons été obligés de réduire nos services de soins aux patients de 40%. Dit-elle, en regardant directement Céleste. Les familles qui faisaient déjà face à la pire crise de leur vie devaient se soucier de savoir si leurs enfants recevraient un traitement adéquat. Certains de nos jeunes patients subissent des retards en soins intensifs parce que le financement que vous avez volé était de l'argent sur lequel nous avions compté pour sauver des vies. Les déclarations d'impact se sont poursuivies pendant près de 3 heures. Les récipiendaires des bourses qui avaient perdu des opportunités éducatives. Survivants de la violence domestique dont l'abri avait été contraint de détourner les femmes en crise. Les familles de militaires dont les proches ont été hébergés dans des bâtiments construits avec des matériaux de qualité inférieure en raison de la fraude de Brock. Chaque histoire a ajouté du poids à l'ampleur des crimes de Céleste et Brock, montrant que leur trahison s'était étendue bien au-delà de la famille de Gideon. Je voudrais m'attaquer au tribunal. La voix est venue d'une source inattendue. Emma Richardson, la directrice de la fondation qui avait approché Gideon pour reprendre l'organisation. Votre honneur, a déclaré Richardson, je travaille pour des organisations caritatives depuis 20 ans. Et je n'ai jamais vu de cas où les criminels ont fait preuve d'un tel mépris pour les personnes qu'ils étaient censés aider. Madame Hay n'a pas seulement volé de l'argent. Elle a perverti le concept même de charité, transformant une organisation dédiée à aider les autres à un véhicule pour sa propre cupidité. Lorsque les déclarations de la victime se sont terminées, le juge Morrison a invité les accusés à faire des déclarations finales avant la condamnation. L'avocat de Brock l'avait clairement entraîné pour exprimer des remords, mais ses mots semblaient creux et répétés. Il a parlé de prendre de mauvaises décisions et de s'égarer, mais n'a jamais reconnu toute la portée de ces crimes ou les souffrances qu'ils avaient causées. La déclaration de Céleste était plus révélatrice. Elle a soutenu qu'elle avait été manipulée à la fois par Gideon et Brock, se décrivant comme une victime alors qu'elle était assise coupable de crimes blessés des centaines de personnes. « Je n'ai jamais voulu que quiconque soit blessé », a-t-elle dit en larmes. J'essayais juste de trouver le bonheur après des années de me sentir piégée et mal aimée. La performance aurait pu évoluer sans les preuves enregistrées de ces discussions calculantes sur la kidnappation de Gideon et la nature systématique de son vol d'organisation de bienfaisance. La réponse du juge Morrison a été rapide et dévastatrice. Madame Hay, vous avez eu 2 ans pour réfléchir à vos actions. Pourtant, vous continuez à blâmer les autres pour des choix qui vous appartenaient entièrement. Vous avez volé des patients cancéreux, des victimes d'abus et des étudiants défavorisés, non pas parce que vous étiez piégés ou manipulés, mais parce que vous appréciez votre propre réconfort sur leur souffrance. Le juge s'est tourné vers Brock. Monsieur Valdez, vos crimes comprenaient la fraude de l'armée américaine, mettant potentiellement la vie des membres des militaires grâce à la fourniture de matériaux de qualité inférieure. Votre trahison de confiance s'est étendue au-delà des relations personnelles avec vos devoirs en tant que citoyen et entrepreneur. Les peines du juge Morrison reflétaient la gravité de leurs crimes et le manque de véritable remords de l'une ou l'autre défenderesse. Céleste a reçu 45 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Brock a reçu 50 ans avec le temps supplémentaire reflétant sa fraude entre les entrepreneurs militaires. À leur âge, les 2 phrases étaient effectivement des termes à vie. En outre, le juge Morrison a poursuivi, « Je commande une confiscation complète des actifs pour assurer la restitution aux victimes de vos crimes. Chaque propriété, investissement et actif lié à votre entreprise criminelle sera liquidé et distribué aux organisations caritatives et aux individus que vous avez nui. » Alors que les officiers judiciaires se préparaient à transporter les défendeurs à la garde fédérale, Céleste a établi un contact visuel avec Gideon pour la première fois pendant la procédure. Silencieuse, la réponse de Gideon a été un léger sourire qui a transmis une indifférence absolue à ses menaces. Occasion de nuire à quelqu'un d'autre. Avez-vous des mots finaux pour votre femme, a demandé un journaliste. L'expression de Gideon était froide et définitive. Je n'ai pas de femme. Je n'ai aucun message pour les criminels qui ont été condamnés aujourd'hui. Ils ont choisi leur chemin et maintenant ils devaient faire face aux conséquences. Plus tard ce soir-là, Gideon et Finn se sont assis dans l'étude où ils avaient d'abord planifié leur contre-attaque contre la conspiration de Céleste et Brock. Les regrets de Finn ont considéré les 2 ans. Nuire à plus de victimes. Terminé. Ivy avait lutté avec les crimes et l'emprisonnement de sa mère,
mais elle avait finalement choisi de maintenir sa relation avec son père et son frère tout en coupant tout contact avec Céleste. La fondation a approuvé le financement de la nouvelle aile pour enfants à Saint-Maries. Ivy a rapporté pendant le dîner 5 millions de dollars pour les établissements de traitement du cancer de Pointe. C'était justice. L'argent que Céleste avait volé à des enfants malades était maintenant utilisé pour leur fournir de meilleurs soins qu'ils n'auraient reçus si elle n'avait jamais commis ces crimes. Un mot de la carte de libération conditionnelle ? Demanda Riley. Aucun d'eux n'est éligible à la libération conditionnelle, a répondu Finn. Des peines fédérales de plus de 40 ans sans possibilité de libération anticipée. Ils mourront en prison. La conversation s'est poursuivie avec des mises à jour sur la vie familiale, les affaires et les activités de fondation. Pour un observateur extérieur, ils semblent être une famille normale, discutant des préoccupations de routine. Mais Gideon savait qu'ils avaient été forgés par le feu dans quelque chose de plus fort que la plupart des familles jamais atteintes. Loyauté. Alors que la soirée touchait à sa fin et que ses enfants s'apprêtaient à partir, Gideon réfléchit aux leçons tirées de cette épreuve. L'amour sans limite n'était pas de l'amour. C'était de la complaisance. Le pardon sans conséquence n'était pas de la pitié. C'était de l'injustice. Papa, dit Finn en s'apprêtant à partir pour sa résidence universitaire. J'ai une chose à te dire. Qu'est-ce que c'est ? Je suis fier d'être ton fils. Non pas à cause de ce que nous leur avons fait, mais parce que tu m'as appris qu'il est important de protéger les innocents. Et plus important que de protéger les coupables, même lorsque les coupables sont de la famille. Cette vraie force n'est pas venue de la capacité de pardonner, mais de la sagesse de savoir quand le pardon permettait davantage de mal. Alors que sa famille partait et que la maison se soit installée dans le calme, Gédéon se permettait un moment de satisfaction. Céleste et Brock passeraient le reste de leur vie à payer leurs crimes. Les victimes qu'ils avaient blessées recevaient une restitution et une justice. Le réseau criminel dont ils avaient fait partie a été démantelé. Son téléphone bourdonnait d'un message de l'amiral Crawford. Carrington a condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. Victime de l'établissement suisse recevant une indemnisation. Votre intelligence a sauvé des vies, colonel. Le dernier morceau de justice avait été signifié. L'homme qui aurait torturé Gideon dans un faux établissement psychiatrique était maintenant confronté à sa propre peine d'emprisonnement à vie. Gideon s'est versé un verre de whisky et s'est installé sur sa chaise. Enfin, se permettant de ressentir la paix qui est venue avec une victoire complète. Il avait protégé sa famille, signifié justice et veillé à ce que deux criminels dangereux ne blessent plus personne. En fin de compte, c'était tout ce qui comptait. Chapitre 9. Héritage d'acier. 5 ans après la condamnation, Gideon se tenait dans la salle de conférence de la Fondation Whitmore restructurée, en regardant les toits de la ville alors qu'il se préparait à la réunion annuelle du conseil d'administration. L'organisation s'était non seulement remise des crimes de Céleste, mais était devenue l'une des institutions caritatives les plus respectées du pays. Finn, maintenant âgé de 24 ans et titulaire d'une maîtrise en comptabilité médico-légale, est le directeur de la surveillance financière de la Fondation, un poste créé spécifiquement pour s'assurer que personne ne pourrait à nouveau manipuler l'organisation à des fins personnelles. Les chiffres sont impressionnants, a rapporté Finn au conseil d'administration. L'année dernière, nous avons distribué 43 millions de dollars de subventions avec des frais généraux de moins de 8%. Les audits indépendants confirment que chaque dollar est utilisé à ces fins. Ivy, maintenant architecte à part entière, avait rejoint le conseil d'administration 2 ans plus tôt. Elle s'est spécialisée dans la conception d'installations pour les organisations, les fondations ont soutenu les hôpitaux, les abris et les écoles qui ont servi des populations vulnérables. Le New Children's Hospital de Newark inaugurera le mois prochain. Elle a annoncé que la conception intègre toutes les fonctionnalités avancées disponibles pour le traitement du cancer pédiatrique entièrement financé par des subventions de fondation. Gideon a ressenti une profonde satisfaction en regardant ses enfants poursuivre la mission qui avait émergé de la destruction de leur famille. Ils avaient pris l'arme que Céleste avait utilisée contre la charité et l'avaient transformée en une force qui aiderait des milliers de personnes. Après la réunion, les trois ont marché pour déjeuner dans un restaurant près des bureaux de la Fondation. C'était devenu leur tradition, un repas de famille mensuel où ils ont discuté à la fois des affaires commerciales et personnelles. Un mot de la cour. D'appel ? Demanda Ivy en s'installant dans leur table. Défini finale la semaine dernière, a répondu Finn. Les avocats de Céleste ont épuisé leur dernière option. La condamnation et la peine sont permanentes.
Céleste avait passé 5 ans à déposer des appels, revendiquant tout, des conseils inefficaces aux préjugés judiciaires. Chaque appel avait été refusé et elle resterait en prison fédérale jusqu'à sa mort. Et Brock? Il a cessé de déposer des appels il y a 2 ans. Gideon a déclaré que sa santé se détériore rapidement. Les médecins de la prison ne s'attendent pas à ce qu'il vive beaucoup plus longtemps. C'était peut-être la justice finale. Brock mourait dans un service médical de prison fédérale, une adaptation pour un homme qui avait prévu de profiter d'autres souffrances. Avez-vous pensé à ce que vous ferez lorsque la fondation sera pleinement établie? Riley a demandé à Gideon. Leurs dîners familiaux s'étaient développés pour inclure les conjoints alors que la prochaine génération a construit leur propre vie. J'ai eu une offre du département d'État, a répondu Gideon. Ils veulent que je dirige un nouveau groupe de travail enquêtant sur les délits financiers internationaux, ciblant spécifiquement des organisations comme le Swiss Facility Network. Les yeux de Finn se sont allumés d'intérêt. Cela ressemble exactement au genre de travail que vous étiez censé faire. Cela signifierait des voyages, probablement des affectations dangereuses, a averti Gideon. En traitant des criminels qui font ressembler Céleste et Brock à des amateurs. Papa, Ivy dit fermement. Vous avez passé 30 ans à préparer ce type de travail et les 5 dernières années prouvant que vous pouvez éliminer les complots criminels que d'autres ne peuvent même pas détecter. Si quelqu'un peut protéger les innocents des prédateurs internationaux, c'est vous. Gideon sourit à la confiance de sa fille. Elle avait hérité de la détermination de sa mère, mais la canalisée vers la protection des autres plutôt que de les exploiter. Il y a autre chose, a ajouté Finn. Le conseil d'administration de la fondation a discuté de l'établissement d'une division internationale. Si vous prenez le poste du département d'État, nous pourrions coordonner nos efforts, un travail de bienfaisance légitime soutenu par les opérations de renseignement contre les personnes qui s'attaquent à des organisations caritatives. L'idée avait du mérite. Le travail gouvernemental de Gideon pourrait identifier les réseaux criminels tandis que les opérations légitimes de la Fondation pourraient couvrir la collecte de renseignements et le soutien aux victimes. Nous transformons papa en un ennemi professionnel de mauvaises personnes, a observé Ivy avec un sourire. J'ai toujours été un ennemi des mauvaises personnes, a répondu Gideon. La seule différence serait d'être payé par le gouvernement pour faire ce que je fais de toute façon. Leur déjeuner a été interrompu par le téléphone de Gideon. L'identifiant de l'appelant a montré l'amiral Crawford, à la tête de la division des crimes financiers du Pentagone. Colonel, a déclaré l'amiral sans préambule. Nous avons une situation qui nécessite votre expertise. Pouvez-vous être à Washington demain matin? Quel genre de situation? Le genre qui implique des enfants disparus, la traite internationale et les criminels qui pensent être intouchables en raison de leur richesse et de leurs liens. L'expression de Gideon s'est endurcie. Je serai là. Après avoir terminé l'appel, il a regardé ses enfants avec la même expression qu'ils avaient vue 5 ans plus tôt lorsqu'ils ont découvert la conspiration de Céleste pour la première fois. Appel de service? Demanda Finn. Quelque chose comme ça, a répondu Gideon. Il semble qu'il y ait plus de gens dans ce monde qui ont besoin d'apprendre que l'argent et les liens ne vous font pas immuniser contre les conséquences. Besoin d'aide pour la recherche ou l'analyse financière? Finn a offert. Toujours, mais cette fois, nous le faisons officiellement avec l'autorisation du gouvernement et la surveillance légale appropriée. Beaucoup moins amusant que notre travail de détective amateur, a observé Finn avec une simulation de déception. Mais beaucoup plus efficace à long terme, a répondu Gideon. Alors qu'ils terminaient leur repas et se préparaient à revenir à leurs responsabilités respectives, Gideon a réfléchi à la façon dont leur famille avait été transformée par la cructible de la trahison et de la justice. Finn avait évolué de la protection d'un architma construire des installations vulnérables. Conviction. L'homme aurait trouvé un moyen de pardonner ses erreurs et de reconstruire leur mariage. Gideon a lu la lettre une fois, puis l'a alimentée dans son déchiqueteur de papier sans une deuxième pensée. Céleste ne comprenait toujours pas que ces crimes n'étaient pas des erreurs. C'étaient des choix qui ont révélé son caractère fondamental. Elle passerait le reste de sa vie en prison, convaincue qu'elle a été victime de circonstances indépendantes de son contrôle. Elle n'accepterait jamais la responsabilité des souffrances qu'elle avait causées ou reconnu la justice de sa punition. C'était bien avec Gideon. Sa préoccupation n'était pas de réformer les criminels, mais de protéger leurs victimes potentielles. Le lendemain matin, alors qu'il montait à bord d'un vol vers Washington, Gideon apportait avec lui, sachant que sa famille avait non seulement survécu à la trahison, mais était devenue plus forte et plus utile qu'auparavant.
Finn construisait une carrière dédiée à la justice financière. Ivy utilisait ses talents pour créer des espaces de guérison pour les personnes en crise. Et Gideon lui-même était sur le point de commencer une nouvelle phase du travail de sa vie, traquant les criminels internationaux qui croient que leur richesse et leurs liens les rendaient intouchables. C'était, reflétait-il, exactement le genre de l'héritage, il voulait quitter ses enfants. La connaissance que certaines personnes dans le monde se résumeraient toujours contre ceux qui ont prié sur les innocents, quel que soit le coût ou la complexité du combat. Alors que son avion s'éloignait, Gideon sourit avec la satisfaction froide d'un prédateur qui avait trouvé sa proie parfaite. Il y avait plus de Céleste et de Brock dans le monde. Des criminels qui ont utilisé leur position de confiance pour exploiter les personnes vulnérables. Mais maintenant, il y avait aussi plus de gens comme la famille de la Grêle. Les individus qui avaient appris que la vraie force ne venait pas de la capacité de pardonner, mais de la sagesse de savoir quand le pardon permettrait davantage de mal. La guerre contre la trahison ne se terminait jamais. Mais Gideon et ses enfants étaient prêts à le combattre aussi longtemps que nécessaire. Ils avaient appris la leçon la plus importante de toutes. Cette fidélité à la famille signifiait protéger les innocents, sans permettre les coupables. Et ils ne l'oublieraient jamais. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Renseignement militaire était devenu une entreprise multimillionnaire. Son mariage avec Céleste, bien que peu passionné, semblait stable. Ses enfants s'épanouissaient. Ivy s'était fiancée à un homme bien. Finn excellait en terminale. Puis vint une nuit qui changea tout. Gideon était rentré tôt d'un voyage d'affaires à Chicago, impatient de faire une surprise à Céleste pour leur anniversaire. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une douce lueur provenant de la fenêtre de leur chambre. Il avait monté les escaliers en silence, prévoyant de se glisser au lit à côté de sa femme lorsqu'il entendit des voix. Pas seulement celle de Céleste, celle de Brock. Par l'entrebâillement de la porte, Gideon avait observé sa femme de 25 ans et son meilleur ami de 30 ans, enlacés dans une étreinte qui évoquait des mois, et non des instants, d'intimité. Leur conversation par la suite avait été encore plus accablante. Discussion sur un avenir commun, sur les relations avec Gideon, sur la liquidation de biens et sur un nouveau départ, loin de chez eux. Mais c'est le dernier commentaire de Brock qui avait scellé leur destin. Ne t'inquiète pas, chérie. Je documente ces affaires depuis des mois. Le moment venu, nous aurons de quoi le détruire financièrement et juridiquement. Il sera trop occupé à se défendre contre des accusations criminelles pour s'en prendre à nous. Gideon s'était retiré dans son bureau ce soir-là, son esprit passant en mode tactique qui avait fait de lui une légende du renseignement militaire. Au matin, il avait élaboré un plan qui ferait paraître leur trahison un jeu d'enfant comparé à sa réponse. La beauté de l'approche de Gideon résidait dans sa patience et sa précision. Au lieu de les affronter immédiatement, il avait commencé à constituer sa propre documentation minutieuse. Détective privé, audit financier, vérification d'antécédents, il avait utilisé toutes les ressources à sa disposition pour monter un dossier irréfutable contre deux. Ce qu'il avait découvert avait dépassé ses pires espérances. Brock ne s'était pas contenté de voler des plans d'architecture et des listes de clients de leurs projets communs. Il avait systématiquement sapé les relations d'affaires de Gideon, répandant des rumeurs soigneusement élaborées sur sa fiabilité et son éthique. 3 contrats majeurs ont été perdus l'année dernière à cause du sabotage de Brock, chacun étant redirigé vers sa propre entreprise nouvellement créée. Céleste, quant à elle, était loin d'être la Gideon avait initialement supposé être la complice passive. Les anciennes relations financières et l'influence sociale de sa famille avaient été instrumentalisées contre lui. Elle avait empoisonné les relations au sein de leur cercle social, préparant le terrain pour la chute de Gideon, tout en se présentant comme l'épouse lésée d'un mari de plus en plus instable et agressif. Ils avaient planifié de le piéger pour espionnage industriel à l'aide de faux documents que Brock avait élaborés pendant des mois. Le plan était élégant dans sa simplicité. Céleste demanderait le divorce, invoquant la cruauté mentale et les irrégularités financières, tandis que Brock fournirait les preuves des crimes présumés de Gideon aux enquêteurs fédéraux. Mais ils avaient sous-estimé leur cible. L'expérience militaire de Gideon ne se limitait pas au renseignement. Il avait été officier des opérations stratégiques, spécialisé dans la guerre psychologique. Il comprenait mieux que quiconque que les défaites les plus dévastatrices ne venaient pas de la force brute, mais de la capacité à retourner l'élan de l'ennemi contre soi, ce qui l'avait conduit au mariage d'Yvette. L'événement avait été planifié bien avant que Gideon ne découvre la liaison, mais il lui avait fourni l'occasion idéale pour sa contre-attaque.
Chaque détail avait été réorganisé pour servir une stratégie plus vaste. La liste des invités ne se limitait pas à célébrer le mariage d'Yvette. Elle incluait toutes les personnes dont l'opinion comptait dans leurs cercles professionnels et sociaux. Le système de sécurité de la salle ne servait pas uniquement à la protection. Il servait à la documentation. Chaque conversation, chaque interaction, chaque instant de la soirée serait enregistré et préservé. Une fois le piège tendu, il n'y aurait aucune possibilité de déni ou de fausse piste. Le timing n'était pas non plus fortuit. Brock et Céleste avaient prévu de passer à l'action immédiatement après le mariage. Utilisant le stress émotionnel lié au départ d'Yvette pour couvrir leurs accusations sur l'état mental de Gideon, ils avaient calculé que son attachement à sa fille le rendrait vulnérable et irrationnel. Ils avaient raison concernant son attachement à Ivy. Ils se trompaient catégoriquement sur la manière dont cet attachement se manifesterait. Maintenant, assis dans son bureau à 200 heures du matin après avoir fui la réception de mariage, Gideon essayait d'assimiler la révélation de Finn. Ses fils étaient assis en face de lui. De lui, ayant troqué sa tenue de soirée contre un jean et un sweat à capuche, paraissant bien plus vieux que ses 17 ans. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda doucement Gideon. « Pour maman et Brock. »« Depuis Noël dernier » répondit Finn d'une voix ferme malgré la douleur dans ses yeux. « Je suis rentré tôt de chez Jake et je les ai vus ensemble dans la cuisine. Au début, je pensais que j'imaginais des choses, mais ensuite j'ai commencé à prêter attention et à mettre en pratique mes plans. » Le sourire de Finn était sombre et étrangement familier. « Papa, tu m'as appris à observer. Tu te souviens quand tu as acheté le domaine d'Ashford par l'intermédiaire de Meridian Holdings LLC? Quand tu as embauché 3 fois plus de personnel de sécurité? Quand tu as commencé à me poser des questions détaillées sur les angles de prise de vue et l'acoustique? » Il haussa les épaules. Il n'était pas difficile de comprendre que tu préparais quelque chose de grand. Gideon ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Son plus jeune enfant avait hérité de plus que son esprit d'analyse. Il avait hérité de sa capacité de réflexion stratégique. « Alors, qu'as-tu vu ce soir qui nous a fait partir ?» Finn sortit son téléphone et montra à Gideon une série de SMS. « Je surveille les communications de maman depuis des semaines. Regarde les horodatages. » Les messages étaient entre Céleste et une personne répertoriée comme légale. La conversation qui avait commencé quelques heures avant le mariage détaillait une injonction d'urgence préparée avec des mandats fédéraux basés sur les preuves fabriquées par Brock. Il n'avait pas l'intention de « Attends après le mariage. Finn t'a expliqué qu'ils allaient te faire arrêter ce soir à la réception d'Yvette, devant tout le monde. » Humiliation et chaos absolu. Le sang de Gideon s'est glacé. Le timing aurait été parfait de leur point de vue. Sa tentative de vengeance a été diffusée en direct, preuve de son état mental perturbé, tandis que des agents fédéraux l'emmenaient menotté devant une salle remplie de témoins. « Mais voilà, papa, » poursuivit Finn, le regard dur. « J'ai peut-être hérité de ton esprit tactique, mais j'ai aussi appris autre chose de toi. Quand quelqu'un trahit ta famille, tu ne te contentes pas de le vaincre. Tu t'assures qu'il ne puisse plus jamais menacer ceux que tu aimes. » Finn, non. Écoute. Pendant que tu préparais ta guerre psychologique élaborée, je travaillais sur quelque chose de plus direct. Le sourire de Finn était si tranchant qu'il pouvait couper du verre. Tu te souviens quand tu disais toujours que la meilleure défense était de retourner les armes de l'ennemi contre lui? Gideon hocha lentement la tête. Eh bien, tous ces faux documents que Barack a créés pour te piéger. J'en ai des copies depuis des mois, et toutes ces affaires. Relations empoisonnées par maman. J'ai documenté chaque mensonge, chaque manipulation, chaque élément de leur complot. Finn se pencha en avant. Mais plus important encore, je sais quelque chose qu'ils ignorent, Brock a volé bien plus que tes secrets d'affaires. Il a détourné l'argent de ses propres clients en utilisant les mêmes sociétés écrans qu'il avait créées pour te piéger, et maman l'a aidé à blanchir l'argent par l'intermédiaire de la fondation caritative de sa famille. Les pièces du puzzle se sont mises en place dans l'esprit de Gideon. Tu as des preuves, papa. J'en ai assez pour les mettre tous les deux sous clé pendant des décennies. La question est, veux-tu juste les humilier ou les détruire complètement? Pour la première fois depuis la découverte de la liaison, Gideon sourit d'un plaisir sincère. Son fils n'était pas seulement brillant, il était impitoyable. La pomme n'était pas tombée loin de l'arbre. Dis-moi tout. Chapitre 3. Le stratagème du fil. À l'aube sur le domaine Aïe, père et fils étaient assis,
entouré des preuves de l'opération de contre-espionnage la plus complète jamais menée. Jamais vue. L'ordinateur portable de Finn affichait de multiples fenêtres, des relevés financiers, des journaux de communication, des preuves photographiques et une chronologie complexe à faire pleurer de joie un procureur fédéral. Mon Dieu, Finn, souffla Gideon en parcourant des relevés bancaires qui montraient un schéma de transfert de fonds s'étalant sur 2 ans. Comment as-tu eu accès au compte privé de Brock? L'expression de son fils était soigneusement neutre. Tu te souviens quand tu m'as envoyé à ce camp de cybersécurité l'été dernier? Il s'avère que j'ai un talent pour l'archéologie numérique. Tu l'as piraté. Je préférerais avoir effectué des tests d'intrusion non autorisés sur des systèmes insuffisamment sécurisés. Finn répondit avec un air impassible qui rappela douloureusement à Gideon sa propre jeunesse. L'homme utilise l'anniversaire de sa fille comme mot de passe pour tout. Il ne demandait qu'à être découvert. Gideon observa son fils d'un œil neuf. À 17 ans, Finn avait réussi à déjouer une conspiration criminelle qui avait échappé aux enquêteurs professionnels de Gideon. Plus important encore, il l'avait fait tout en conservant l'apparence d'un adolescent typique vacant à ses occupations. La fondation, de l'argent, dit Gideon en sortant un autre document. De combien parlons-nous? La fondation Whitmore est le projet favori de la famille de maman depuis 3 générations. Finn lui a expliqué la recherche contre le cancer, les hôpitaux pour enfants, les programmes de bourse, tout cela légitime en apparence. Mais regardez les rapports de dépenses des 18 derniers mois. Gideon a parcouru les chiffres avec son habileté. Il a immédiatement repéré les irrégularités. Des honoraires de conseil à des entreprises qui n'existent pas. Des coquilles Brock. Il facture la fondation pour des services d'architecture qui n'ont jamais été rendus. La fondation paie les factures et l'argent circule entre 3 sociétés holding différentes avant d'atterrir sur un compte aux îles Caïmans. Finn a ouvert un autre écran. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le document suivant a fait monter la tension artérielle de Gideon. Il s'agissait d'un acte de propriété pour une villa en bord de mer au Costa Rica, achetée 6 mois plus tôt au nom d'une des sociétés de la coquille Brock. Il planifie cette évasion depuis plus longtemps que je ne le pensais, murmura Gideon. Ça s'améliore ou s'aggrave, selon le point de vue. Finn a cliqué sur une série de emails. Maman a viré de l'argent de vos comptes joints par petites sommes, toujours juste en dessous des montants qui déclencheraient une déclaration automatique. Elle prétend que c'est pour les dépenses du mariage et les articles ménagers. Combien? 400 000 $ pour l'instant. Tout s'adore sur un compte auquel elle seule a accès, en attendant d'être transférée vers leur bas de laine au Costa Rica. Gideon se cala dans son fauteuil, digérant l'ampleur de leur trahison. Ce n'était pas seulement une infidélité ni même un simple vol. C'était une opération sophistiquée et à long terme conçue pour détruire systématiquement sa vie tout en finançant la leur. Il y a plus, dit Finn doucement. Et c'est ça qui m'énerve vraiment. Il sortit une série de documents des dossiers de la fondation, des demandes de subventions et des listes de bénéficiaires. Le service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital Saint-Maries, celui où ils ont organisé cette grande collecte de fonds l'année dernière, celui où maman a prononcé ce discours sur les enfants qui méritent l'espoir et se battent pour leur avenir. Gideon se souvenait que Céleste avait été sincèrement émue ce soir-là, du moins c'est ce qu'il pensait. Elle avait parlé avec éloquence de la protection des innocents et de la nécessité pour les enfants de disposer des ressources nécessaires à leur survie et à leur épanouissement. La subvention de 2 millions de $ avait été approuvée, poursuivit Finn, la voix serrée par la colère. Mais seuls 600 000 $ avaient effectivement été versés à l'hôpital. Le reste avait été détourné par les obus de Brock. Fils de pute, murmura Gideon. Le voler était une chose. Voler des enfants mourants en était une autre. Le programme de bourse pour les enfants défavorisés, pareil. Le refuge pour victimes de violences conjugales dont maman préside le conseil d'administration. Même chose. Les mains de Finn tremblaient légèrement tandis qu'il parcourait document après document. Ils ont volé des patients atteints de cancer, des femmes maltraitées et des enfants qui veulent juste avoir une chance d'aller à l'université. Tout ça pour financer leur petit nid douillet au paradis. La partie tactique de l'esprit de Gideon en gérait déjà les implications. Ce n'était plus seulement personnel. C'était un crime d'une ampleur qui les détruirait tous les deux complètement. Les preuves rassemblées. Par Finn ne ruinerait pas seulement leur réputation ou ne leur coûterait pas leur liberté. Elles anéantiraient toute possibilité de sympathie de la part de leurs amis, de leur famille ou du public. Comment as-tu su qu'il fallait se renseigner sur la fondation, demanda Gideon. Le visage de Finn s'assombrit.
Parce qu'il y a 3 mois, maman m'a demandé d'écrire une dissertation pour une candidature à l'université sur le fait de changer les choses dans le monde. Elle m'a suggéré d'écrire sur le travail de la Fondation et sur la façon dont il m'a inspiré à vouloir aider les autres. L'ironie était d'une horreur parfaite. Céleste avait voulu que leur fils utilise son vol à des œuvres caritatives comme base pour ses candidatures à l'université, faisant ainsi de Finn un complice inconscient de ses crimes. J'ai commencé à faire des recherches sur l'impact réel de la Fondation pour la dissertation. Finn a poursuivi, quand les chiffres ne se sont pas concordés, j'ai creusé plus profondément. C'est là que j'ai découvert les incohérences qui m'ont mené aux sociétés écrans qui m'ont mené à Brock. Et tu es resté assis là-dessus pendant des mois. J'avais besoin d'être sûr et de comprendre toute l'ampleur de la situation avant de faire quoi que ce soit d'irréversible. Finn a croisé le regard de son père. Je devais aussi déterminer si tu comptais simplement te venger ou si tu comptais t'assurer qu'il ne pourrait plus jamais faire de mal à personne. Gideon a soigneusement réfléchi à la question. Son plan initial était axé sur l'humiliation publique et les dommages financiers. Une victoire psychologique qui assouvirait son besoin de vengeance tout en restant relativement intègre. Mais les preuves de leur vol à des œuvres caritatives ont complètement changé la donne. Ils ont volé Finn, l'enfant mourant. Oui, c'est vrai. Et ils prévoyaient de me faire arrêter au mariage d'Yvette, devant 300 invités, dont tous les contacts professionnels et sociaux importants pour notre famille. Gideon serra les dents. L'ampleur de leur trahison dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de le remplacer par Brock. Il s'agissait de détruire complètement sa vie, sa réputation et sa relation avec ses enfants, tout en volant les personnes les plus vulnérables de la société. Que recommandez-vous? Finn sortit un dernier document. Un plan détaillé qui aurait impressionné les anciens commandants de Gideon au Pentagone. Nous leur donnons exactement ce pourquoi ils ont travaillé, dit calmement Finn. Nous les laissons croire qu'ils ont gagné. Nous les laissons agir, vous arrêter, vous humilier publiquement et prendre tout ce que vous avez construit. Cela ressemble à une reddition, pas à une victoire. Cela ressemble au piège parfait. Le sourire de Finn était prédateur, car pendant qu'ils célébraient leur triomphe, le FBI allait recevoir un dossier complet détaillant leurs vols commis dans des organismes de bienfaisance fédéraux exonérés d'impôts. L'IRS allait recevoir des documents pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Et les médias allaient connaître l'histoire complète de la façon dont une personnalité mondaine et un architecte respecté avaient systématiquement volé des millions à des patients atteints de cancer et à des femmes maltraitées. Gideon commençait à percevoir l'élégance de l'approche de son fils. La perception du public. Exactement. Si nous frappons les premiers, nous semblons vindicatifs et potentiellement instables. Exactement ce qu'ils essaient de dépeindre. Mais si nous les laissons vous détruire d'abord, les preuves éclateront. Finn haussa les épaules. Soudain, vous n'êtes plus un mari amer qui se venge. Vous êtes la victime d'un vaste complot criminel monté pour dissimuler le vol d'enfants mourants. Il faudrait que le timing soit parfait. J'ai déjà deviné. Les agences fédérales reçoivent leur dossier lundi matin, 48 heures après votre arrestation. Les médias auront leur mot à dire mardi, une fois que les agences auront eu le temps de vérifier les preuves initiales. Mercredi, maman et Brock passeront du statut de victime de votre complot de vengeance déjanté à celui de sujet d'une enquête criminelle fédérale. Gideon étudia la chronologie préparée par son fils. Elle était sophistiquée, minutieuse et totalement impitoyable. Plus important encore, elle fonctionnerait. Il y a un problème, dit lentement Gideon. S'il m'arrête ce soir, je ne serai pas en mesure de vous protéger, ni Ivy, des conséquences. Papa, dit Finn doucement. Je n'ai pas l'intention d'avoir besoin de protection. J'ai l'intention d'être celui qui les fera tomber. Quelque chose dans le ton de son fils fit lever brusquement les yeux de Gideon. L'expression de Finn exprimait une détermination froide, à la fois impressionnante et profondément inquiétante. Qu'est-ce que tu me racontes? Finn hésita pour la première fois depuis le début de leur conversation. Il y a autre chose. Quelque chose qui change tout. Il ouvrit un dernier dossier sur son ordinateur portable. Un dossier simplement intitulé « Assurance ». Qu'est-ce que c'est? La preuve qu'il ne comptait pas simplement te piéger et disparaître, dit Finn à voix basse. Il comptait s'assurer que tu ne puisses jamais les traquer. Les documents apparus à l'écran glaçaient le sang de Gideon. Dossiers médicaux, police d'assurance et une série de communications avec ce qui semblait être un établissement médical privé en Suisse. Ils allaient te déclarer mentalement incapable,
expliqua Finn, la voix serrée par la colère. Les poursuites pénales n'étaient que la première étape. Une fois ton arrestation et ta dépression mentale établie, maman allait te faire interner indéfiniment dans un établissement psychiatrique privé où Brock a des contacts. L'ampleur de leur plan frappa Gideon comme un coup dur. Il ne prévoyait pas seulement de lui voler son argent et de disparaître. Il prévoyait de lui voler sa vie, sa liberté et sa raison. Il aurait été piégé dans un établissement psychiatrique étranger pendant qu'il vivait de l'argent volé à des œuvres caritatives, probablement pour le restant de ses jours. Ça change les choses, dit Gideon à voix basse. Oui, c'est vrai. Parce que la tentative d'enlèvement et le complot en vue de commettre une fraude contre une organisation fédérale exonérée d'impôts ne sont pas que des affaires civiles. Ce sont des crimes fédéraux imprescriptibles. Finn ferma l'ordinateur portable et regarda son père droit dans les yeux. Alors, je te le repose, papa. Veux-tu juste les humilier, ou veux-tu t'assurer qu'ils ne menacent plus jamais ceux que tu aimes? La réponse de Gideon fut immédiate et catégorique. Je veux qu'ils soient détruits. Bien, dit Finn en se levant. Parce que j'ai déjà enclenché la première phase. Dans environ 6 heures, maman et Brock vont tomber dans le plus grand piège de leur vie. Chapitre 4. Le piège se referme. Dimanche matin, à 9 heures, la maison Hay semblait avoir retrouvé sa tranquillité post-mariage. Gideon était assis dans son bureau, examinant ostensiblement les rapports trimestriels tout en surveillant les flux de surveillance que Finn avait installés dans toute la maison. Céleste accomplissait sa routine matinale avec la grâce de quelqu'un qui ignorait totalement que son monde était sur le point de s'effondrer. « Un café, chérie ?» demanda-t-elle en apparaissant sur le pas de sa porte avec une tasse en porcelaine et son plus beau sourire. « Tu avais l'air tellement stressé hier soir quand Finn et toi êtes partis tôt. J'espère que tout va bien. » Juste une migraine, répondit Gideon en acceptant le café sans lever les yeux de son ordinateur portable. Tu sais comment je suis quand il y a trop de bruit et de stimulation. C'était une phrase d'introduction parfaite, et Céleste l'a prise exactement comme Finn l'avait prédit. Tu as subi beaucoup de pression ces derniers temps, dit-elle en s'installant sur la chaise en face de son bureau. Le contrat Miller qui a échoué, les problèmes avec le calendrier du projet Patterson. Parfois, j'ai peur que tu en fasses trop. Chaque mot était soigneusement choisi. Gideon comprit qu'elle posait les bases du récit d'instabilité mentale qui justifierait son arrestation et son internement imminent. Chaque expression d'inquiétude était en fait une preuve préparée pour un usage ultérieur. Tu devrais peut-être envisager de prendre un peu de repos. Poursuivit Céleste. Revoir le docteur Carrington, peut-être. Tu as toujours dit qu'il t'avait aidé à gérer ton stress après avoir quitté l'armée. Le docteur Carrington, Gideon le savait grâce aux recherches de Finn, était désormais affilié à l'établissement suisse où il prévoit de le faire interner. Un autre élément de leur stratégie à long terme. J'y réfléchirai, dit-il doucement. Pour l'instant, je veux juste m'assurer qu'Ivy et Riley soient bien installés dans leur nouvelle maison. Bien sûr, tu es un père si dévoué. Le sourire de Céleste était chaleureux et apparemment sincère. C'est une des choses que j'ai toujours aimé chez toi. L'audace de sa performance était presque admirable. En moins de 12 heures, elle prévoyait de le faire arrêter et emprisonner. Pourtant, elle pouvait rester assise là à parler d'amour avec une sincérité parfaite. Le téléphone de Gideon vibra, un SMS de Finn lui parvint. J'arrive dans 30. Phase imprête. Je devrais te laisser retourner au travail, dit Céleste en se levant gracieusement. Brock passe pour discuter des révisions du projet Patterson. J'espère que ça ne te dérange pas. Je l'ai invité à déjeuner, car il aide beaucoup aux préparatifs du mariage. Bien sûr que non, répondit Gideon. Il est toujours le bienvenu ici. En partant, Gideon ouvrit l'application sécurisée que Finn avait installée sur son téléphone. Plusieurs caméras montraient différents angles de la maison, tout enregistré en haute définition avec un son de qualité militaire. Tout ce qui se passerait dans les heures à venir serait filmé avec une précision digne d'un tribunal. Brock arriva pile à l'heure. Sa Mercedes argentée s'engageait dans l'allée circulaire avec la confiance d'un homme convaincu de la victoire. Il portait une tenue de week-end décontractée, un pantalon kaki et un polo, mais Gideon remarqua la mallette coûteuse et la légère tension dans ses épaules. L'homme se préparait à la guerre, pas à une discussion d'affaires amicales. Grâce à la vidéo de surveillance, Gideon vit Céleste accueillir Brock dans le hall d'entrée avec ce qui semblait être une accolade informelle entre vieux amis.
Mais l'étreinte dura un peu trop longtemps et leur conversation chuchotée fut clairement captée par l'équipement audio. « Tout est prêt ?» demanda Céleste. « Les mandats sont signés », confirma Brock. L'agent Morrison sera là à 14 h avec la force d'intervention fédérale. Le timing est parfait. Dimanche après-midi, quartier calme, peu de témoins jusqu'à ce que nous les demandions. Et les papiers d'internement. Le docteur Carrington est en attente. Une fois Gideon arrêté et les preuves de sa dépression nerveuse établies, nous aurons 72 heures pour le faire transférer vers l'établissement en Suisse. Gideon serra les dents. Même en sachant ce qui allait arriver, les entendre parler de son enlèvement avec tant de désinvolture était enrageant. « Et les enfants ?» demanda Céleste. Yves est en lune de miel, totalement injoignable pendant les 2 prochaines semaines. Le temps qu'elle découvre ce qui s'est passé, il sera trop tard pour qu'elle intervienne. Et Finn. Brock haussa les épaules. Il a 17 ans. Son témoignage ne comptera pas face aux preuves fédérales et à l'avis des experts médicaux. Ils ignoraient que Finn était actuellement en position dans sa chambre, surveillant leurs conversations et coordonnant des contacts qui auraient impressionné les anciens collègues de Gideon au Pentagone. L'argent. La voix de Céleste était teintée d'anxiété. Déjà transféré. Dès l'arrestation de Gideon, nous mettons en œuvre le plan d'urgence. Vous déposez une demande de divorce d'urgence pour cruauté mentale et fraude. Je fournis les preuves commerciales et nous embarquons pour le Costa Rica d'ici 48 heures. Et s'il tente de contester les accusations, le rire de Brock exprimait une confiance glaciale. Chérie, cet homme sera enfermé dans une chambre capitonnée en Suisse d'ici une semaine. Il ne contestera rien. Gideon en avait assez entendu. Il activa le système de communication sécurisé que Finn avait mis en place et envoya un simple message. Feu vert. La phase suivante de leur contre-opération commença immédiatement. Dans sa chambre, Finn lança une série de transmissions numériques préparées des semaines à l'avance. Le premier paquet fut envoyé à l'agent du FBI Sarah Chin, responsable de la cellule fédérale d'enquête sur les fraudes caritatives. Le deuxième fut envoyé à la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Le troisième fut envoyé au réseau de lutte contre la criminalité financière. Chaque paquet contenait toutes les preuves de l'entreprise criminelle de Brock et Céleste, ainsi qu'une analyse détaillée de leur complot en cours pour piéger Gideon. Mais plus important encore, chaque paquet comprenait des images de surveillance en temps réel de la conversation qui venait d'avoir lieu au foyer. Le timing était crucial. Les agences fédérales recevraient les preuves du complot quelques minutes seulement avant l'arrivée de la cellule corrompue. Arrêtez Gideon. Lorsque l'agent Morrison et son équipe arrivèrent avec leur mandat falsifié, ils se retrouvèrent face à une situation déjà signalée à la surveillance fédérale. Une voix de Céleste appela Gideon du rez-de-chaussée. « Pourriez-vous nous rejoindre dans le salon ? Brock a des inquiétudes concernant le projet Patterson qui nécessite votre avis. Il était temps de réaliser la performance de sa vie. » Gideon descendit l'escalier et trouva Brock debout près de la cheminée, sa serviette ouverte sur la table basse. Plusieurs documents étaient éparpillés, preuves fabriquées censées étayer les accusations criminelles. « Brock, » dit Gideon d'un ton aimable, « j'espère que tu ne travailles pas trop dur un dimanche. » « J'essaie juste de corriger quelques incohérences dans les dossiers du projet, » répondit Brock avec une aisance éprouvée. Il semblait y avoir des irrégularités dans les rapports financiers dont je voulais discuter avec vous avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. L'ironie était parfaite. L'homme qui détournait systématiquement des fonds d'associations caritatives pour enfants accusait Gideon d'irrégularité financière. Quel genre d'incohérence ? Demanda Gideon en s'installant dans son fauteuil habituel. Brock se lança dans une explication détaillée des preuves fabriquées de toutes pièces. Chaque accusation était soigneusement formulée pour dépeindre Gideon comme mentalement instable et criminellement négligent. Des fonds clients auraient été détournés, des spécifications de projets auraient été modifiées à des fins personnelles, des partenariats commerciaux auraient été manipulés par la fraude et l'intimidation. Gideon a dû admettre un coup monté magistral. S'il n'avait pas su la vérité, il aurait peut-être été convaincu par les documents présentés par Brock. Ce sont des allégations graves, dit Gideon lorsque Brock eut terminé sa présentation. J'en ai bien peur, répondit Brock avec un ton faux. Des regrets. C'est pourquoi je me suis senti obligé de les signaler aux autorités compétentes. Vous m'avez dénoncé aux enquêteurs fédéraux. Je n'avais pas le choix, Gideon. En tant qu'associé, j'aurais pu être tenu pénalement responsable si j'avais omis de signaler une fraude présumée. Céleste se plaça derrière la chaise de Gideon,
posant ses mains sur ses épaules dans un geste qui semblait encourageant, mais qui ressemblait à la fermeture d'un piège. « On est là pour toi, chérie, dit-elle doucement. Quoi qu'il arrive, nous surmonterons cette épreuve ensemble. J'ai déjà parlé au docteur Carrington pour vous aider à traverser cette crise. » Le cadre était parfait. À l'arrivée des agents fédéraux, ils trouveraient Gideon confronté aux preuves de ses crimes, soutenu par sa femme et associée inquiète, et nécessitant manifestement une intervention psychologique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque mot de leur conversation était transmis en temps réel à l'équipe du FBI enquêtant sur les fraudes caritatives. Le téléphone de Gideon vibra, un SMS de fine cavalerie arrivait. Arrivée prévue dans 10 minutes. Vous savez, Gideon avait dit conversationnellement, j'ai toujours admiré votre réflexion stratégique, Brock. C'est vraiment une opération élégante. Quelque chose dans sa voix fit légèrement plisser les yeux de Brock. Je ne vois pas bien ce que tu veux dire. La planification à long terme, le souci du détail, la façon dont tu as coordonné plusieurs éléments en une seule attaque dévastatrice. Gideon sourit agréablement. Si je ne savais pas mieux, je dirais que tu as appris la guerre psychologique auprès d'un professionnel. Gideon, dit Céleste prudemment, tu commences à paraître un peu paranoïaque. Vraiment? Où est-ce que je comprends enfin la situation? Il se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur l'allée. Dis-moi, Brock, quand as-tu décidé pour la première fois que me piéger pour fraude caritative serait plus rentable que de simplement me voler mon entreprise? Le visage de Brock se vida. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. La Fondation Whitmore, le service de cancérologie pédiatrique de Saint-Marie, le refuge pour violences conjugales, le programme de bourse. Gideon se retourna vers eux, l'air froid et prédateur. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas finalement que l'association caritative familiale de ma femme était-elle systématiquement pillée? Le masque de Céleste finit par tomber, son sang-froid soigneusement conservé se figeant pour révéler quelque chose de désespéré et de dangereux en dessous. Tu ne peux rien prouver, dit-elle doucement. Puis-je? Gideon sortit son téléphone et leur montra l'application de surveillance. Chaque mot que vous avez prononcé dans cette maison ces 3 derniers mois a été enregistré. Chaque transaction, chaque communication, chaque séance de planification de votre petit plan de retraite au Costa Rica. Brock se précipita vers sa mallette, cherchant probablement une arme, mais se figea en entendant le bruit caractéristique des véhicules s'engageant dans l'allée. Par la fenêtre, Gideon pouvait voir un convoi de SUV noirs encercler la maison. Pas la petite équipe d'intervention que Brock avait mise en place, mais une équipe d'intervention fédérale complète. Ce serait le vrai FBI, dit Gideon aimablement. Je crois qu'ils ont des questions sur la disparition de fonds caritatifs et un complot en vue d'un enlèvement. Alors que les agents fédéraux encerclaient la maison, le téléphone de Gideon vibra, un dernier message de Finn. Bienvenue au piège, maman. J'espère que tu passeras un bon séjour. Chapitre 5, le dénouement. Les 30 minutes suivantes se déroulèrent avec la précision d'une opération militaire. L'agent Sarachin, une quadragénaire au regard perçant, entra dans le salon, flanqué de 6 agents fédéraux, tandis que des équipes supplémentaires sécurisaient le périmètre et commençaient à exécuter des mandats de perquisition dans toute la maison. Monsieur Valdez et Madame Aye, agents, annoncèrent, vous êtes tous deux en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude contre des organisations fédérales exonérées d'impôts, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre un enlèvement. Le visage de Brock devint blême tandis que l'agent Chin poursuivait la lecture de leurs écrits. Céleste, cependant, passa immédiatement en mode survie, son éducation mondaine prenant le dessus pour offrir une innocence confuse et crédible. Agent Chin, il doit y avoir une erreur, dit Céleste, complètement perplexe. Nous discutions justement de quelques problèmes commerciaux avec mon mari. S'il y a eu un malentendu. Madame, nous avons des preuves documentées de votre participation à un détournement de fonds de plusieurs millions de dollars visant des organisations caritatives. Agent Shine répondit calmement. Nous disposons également d'une surveillance audio et vidéo de vous et de Monsieur Valdez, discutant du projet de faire arrêter votre mari à tort et de le faire interner dans un établissement psychiatrique étranger, ce qui a stoppé net Céleste. Son regard se posa sur Gideon, qui affichait une expression de neutralité prudente, même si la satisfaction lui parvenait. La surveillance de cette maison, poursuivit l'agent Chin, a permis de recueillir des preuves pour les enquêteurs fédéraux au cours des 6 dernières semaines. Chaque conversation, chaque séance de planification, chaque détail de votre complot a été documenté. Brock retrouva enfin sa voix. C'est de la complicité.
Gideon, piégez-nous. Répondit l'agent Chin avec un léger sourire. Monsieur Hai coopère à notre enquête depuis que nous avons reçu des preuves crédibles de fraude caritative en février. L'opération de surveillance a été menée en vertu de mandats fédéraux en bonne et due forme, dans le cadre d'une enquête criminelle en cours. C'était un beau mensonge, parfaitement conçu pour expliquer comment les preuves avaient été recueillies légalement tout en protégeant les méthodes les plus douteuses de Finn. En réalité, Finn avait contacté l'agent Chin il y a seulement 3 heures. Mais cette chronologie inventée tiendrait la route devant le tribunal. Où est le garçon? Demanda soudain Brock, son sang-froid s'effondrant enfin. Où est Finn? C'est lui qui nous espionne, n'est-ce pas? Comme appelé par son nom, Finn apparut sur le seuil du salon. Mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenait un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un uniforme de la marine avec l'insigne d'un contre-amiral. Amiral Crawford, dit Gideon en se mettant inconsciemment au garde à vous. Je ne vous attendais pas, monsieur. À votre aise, colonel, répondit l'amiral Crawford, utilisant l'ancien grade militaire de Gideon. Votre fils a contacté hier le bureau du renseignement naval avec des renseignements plutôt inquiétants sur une conspiration impliquant des entrepreneurs militaires et des crimes fédéraux. La bonne foi de Finn était révélée. Il n'avait pas seulement rassemblé des preuves de fraude caritative. Il avait découvert que le cabinet d'architectes de Brock travaillait sur des projets de construction militaire classifiés et que les mêmes sociétés écrans utilisées pour blanchir l'argent des œuvres caritatives avaient également servi à gonfler les coûts des contrats de défense fédéraux. Monsieur Valdez, poursuivit l'amiral Crawford, votre cabinet a facturé le ministère de la Défense a été accusé de fraude pour des matériaux et des services qui n'ont jamais été fournis. L'équipe d'investigation financière estime la fraude totale à environ 12 millions de dollars sur 3 ans. Brock a lâché et s'est effondré sur la chaise la plus proche. La fraude au contrat militaire était passible de sanctions qui lui valaient le reste de sa vie en prison fédérale. L'agent Chin, l'amiral Crawford, a déclaré solennellement « J'invoque la compétence fédérale conjointe sur cette affaire ». Il s'agit désormais d'une enquête criminelle conjointe civilo-militaire. Alors que les agents fédéraux commençaient à rassembler des preuves dans toute la maison, Céleste a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle s'est tournée vers Gideon, les larmes aux yeux. Sincère ou simulé, il ne pouvait le dire. « Gideon, s'il te plaît » a-t-elle murmuré. « Nous sommes mariés depuis 25 ans. Nous avons des enfants ensemble. Il y a sûrement un moyen de régler ça en privé. » L'espace d'un instant, en regardant le visage baigné de larmes de sa femme, Gideon ressentit l'écho de l'homme qu'il était 6 mois plus tôt. L'homme qui aurait pu pardonner pour trouver une solution qui préserverait leur famille. Puis il se souvint du service de cancérologie pédiatrique, du refuge pour victimes de violences conjugales, du fonds de bourse d'études, des familles dont la vie avait été brisée par la cupidité de Céleste et Brock. Non, dit-il doucement. Il n'y en a pas, l'équipe de l'agent Chin travailla avec une efficacité méthodique, collectant ordinateurs, documents financiers et appareils de communication. Les preuves étaient accablantes. Des années de crimes financiers documentés avec une précision méticuleuse grâce à l'archéologie numérique de Finn et à la surveillance en temps réel de leur dernière séance de planification. Monsieur Hai, dit l'agent Chin, tandis que son équipe se préparait à transporter les prisonniers, nous aurons besoin que vous et votre fils veniez au bâtiment fédéral demain matin pour un débriefing complet. L'ampleur de ce complot semble plus vaste que nous ne le pensions initialement. Bien sûr, Gideon répondit, nous sommes pleinement engagés à contribuer à l'enquête. Alors que le convoi fédéral partait avec Céleste et Brock en garde à vue, Gideon et Finn se tenaient dans le hall soudain silencieux de leur maison. Le silence semblait étrange après des mois de préparation minutieuse et la fin dramatique de la matinée. Comment avez-vous contacté l'amiral Crawford? Demanda Gideon. Le sourire de Finn exprimait une pure fierté. Vous vous souvenez du général Morrison de votre ancienne unité? C'est le chef d'état-major de l'amiral Crawford. Quand je lui ai expliqué ce que nous avions découvert sur le contrat de défense frauduleux, il a organisé la rencontre. Et vous avez découvert le lien avec l'armée. Comment? Brock a facturé le Pentagone pour des matériaux de première qualité alors qu'il utilisait en réalité des fournitures de qualité inférieure. Finn a expliqué que la différence de prix était versée sur les mêmes comptes que les dons caritatifs. C'était juste une source de revenus supplémentaires pour leur fonds pour le Costa Rica. Gideon secoua la tête, stupéfait. Son fils de 17 ans avait démantelé une conspiration criminelle impliquant plusieurs agences fédérales et des millions de dollars volés. Il y a autre chose, dit Finn, l'air sérieux. Quelque chose que je ne t'ai pas dit avant. Quoi?
L'établissement psychiatrique en Suisse? Celui où il prévoyait de t'interner? Finn marqua une pause. Le docteur Carrington n'y est pas seulement affilié. Il en est le propriétaire et ce n'est pas un établissement médical légitime. La dernière pièce de leur plan devint claire. Il ne prévoyait pas seulement de le déclarer mentalement incapable. Il prévoyait de le faire disparaître dans un établissement privé où il pourrait être détenu indéfiniment sans surveillance ni recours légal. Combien d'autres? Demanda doucement Gideon. Au moins une douzaine au cours des 5 dernières années, répondit Finn. Tous des hommes riches dont les épouses voulaient accéder à leurs biens sans les complications d'une procédure de divorce. L'établissement n'existe dans aucune base de données médicale officielle. Pour autant que le monde le sache, tu as tout simplement disparu. L'ampleur de leur criminalité était stupéfiante. Il ne s'agissait pas seulement de vol ou de fraude. C'était de la traite d'êtres humains à l'échelle internationale. L'équipe de l'amiral est en coordination avec Interpol, Finn poursuivit, le docteur Carrington et son opération seront démantelés d'ici 48 heures. Gideon sentit une satisfaction glaciale l'envahir. Céleste et Brock ne l'avaient pas seulement trahi. Ils étaient tombés dans un piège qui allait révéler une entreprise criminelle s'étendant à plusieurs pays et faisant d'innombrables victimes. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Finn. Gideon réfléchit attentivement à la question. Avec Céleste et Brock en détention fédérale, risquant des décennies de prison, leur menace immédiate était neutralisée. Mais il y aurait des procès, l'attention des médias et le processus complexe de démantèlement de leur entreprise criminelle. Maintenant, nous nous assurons qu'ils ne fassent plus jamais de mal à personne, répondit Gideon. Et nous reconstruisons notre famille sans ceux qui ont tenté de la détruire. Et Ivy? C'était la seule variable qui préoccupait encore Gideon. Sa fille était en lune de miel, ignorant totalement que sa mère et son parrain avaient été arrêtés pour des crimes fédéraux. La nouvelle la dévasterait. Nous lui disons la vérité, dit finalement Gideon. Tout ça. Elle mérite de savoir à qui elle confiait sa vie. Finn hocha la tête solennellement. À 17 ans, il avait appris des leçons sur la trahison et la loyauté familiale que la plupart des gens n'ont jamais connues. Mais il avait aussi appris que parfois, la seule façon de protéger ceux qu'on aime est d'être prêt à détruire ceux qui les menacent. Papa, dit Finn alors qu'il montait à l'étage pour contacter des avocats et se préparer à la tempête médiatique qui allait inévitablement suivre. Oui, je suis content que tu ne m'aies jamais appris à pardonner à ceux qui essaient de faire du mal à notre famille. Gideon sourit d'un air sombre. Certaines leçons sont plus importantes que d'autres, fiston. Souviens-toi de ça. Alors qu'ils atteignaient le haut des escaliers, le téléphone de Gideon vibra, un SMS de l'amiral Crawford. Le centre de Carrington perquisitionné. 12 victimes retrouvées vivantes. Vos renseignements ont sauvé des vies, colonel. Le piège qu'ils avaient tendu avait été encore plus efficace que prévu. Céleste et Brock n'étaient pas seulement menacés de prison. Ils avaient contribué à démasquer un réseau criminel opérant à l'échelle internationale depuis des années. C'était, songea Gideon, exactement le genre de victoire éclatante que ses ennemis méritaient. Chapitre 6. Terre brûlée. 3 jours après les arrestations, la tempête médiatique avait même dépassé les attentes de Gideon. L'histoire avait tout pour plaire aux journalistes, richesse, trahison, complot international et fonds caritatifs volés à des enfants mourants. Mercredi matin, les photos de Céleste et Brock faisaient la une de tous les grands journaux du pays. Gideon était assis dans son bureau à parcourir la couverture du matin lorsque son avocat, David Manning, arriva avec un point sur la procédure judiciaire. Le procureur fédéral qualifie cette affaire de fraude caritative parmi les plus complètes de l'histoire, rapporta Manning en s'installant dans le fauteuil en face du bureau de Gideon. Entre le détournement de fonds national et le complot international de traite d'êtres humains, ils envisagent des accusations qui pourraient entraîner plusieurs peines de prison à vie. Bien, répondit Gideon sans émotion. Qu'en est-il des implications civiles? C'est là que les choses deviennent intéressantes, poursuivit Manning. Le conseil d'administration de la fondation intente des poursuites civiles pour récupérer les fonds volés, mais il est également question d'indemnisation des victimes. Les familles touchées par le manque de financement médical, les boursiers qui ont perdu des opportunités, le refuge pour victimes de violences conjugales qui a dû réduire ses services, tous sont des demandeurs potentiels. Gideon s'y attendait. Les dommages financiers causés par les crimes de Céleste et Brock dépassaient largement l'argent volé. De vraies personnes avaient subi de réelles conséquences à cause de leur cupidité. Quel est le risque potentiel? Une estimation prudente?
40 à 50 millions de dollars de dommages et intérêts, répondit Manning. La fondation familiale Céleste est en faillite et les avoirs de Brock ont été gelés en attendant le procès pénal. Le téléphone sonna, interrompant leur discussion. L'identifiant de Gideon indiquait que c'était Ivy qui revenait enfin de sa lune de miel. Papa. La voix de sa fille tremblait, visiblement aux prises avec les reportages qu'elle avait sans doute vus. Je suis rentré et j'ai vu. Franchement, je n'arrive pas à y croire. Est-ce vrai? Rentre à la maison, ma chérie, dit doucement Gideon. Il faut qu'on parle. 1 heure plus tard, Ivy était assise dans le salon où sa mère et Brock avaient été arrêtés, écoutant dans un silence stupéfait Gideon et Finn lui expliquer toute l'ampleur du complot. Son nouveau mari, Riley, était assis à côté d'elle, lui tenant la main tandis qu'elle digérait la trahison des 2 personnes en qui elle avait le plus confiance, en dehors de sa famille proche, la maison au Costa Rica. Ivy dit, enfin. Maman disait toujours que c'était sa destination de retraite rêvée. Elle donnait un ton tellement romantique. Elle comptait y vivre avec l'argent volé à des patients atteints de cancer, dit Finn sans détour, tandis que papa croupit dans un hôpital psychiatrique suisse. Ivy tressaillit à son ton dur, mais Gideon remarqua qu'elle ne contestait pas l'évaluation. Sa fille était naïve sur bien des points, mais elle n'était pas stupide. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant, demanda-t-elle doucement. Ça dépend de ce que tu entends par « nous », répondit prudemment Gideon. Ta mère a fait des choix qui ont des conséquences. Ces conséquences ne doivent pas nécessairement définir ta vie, mais elles sont réelles. Devrais-je témoigner? Probablement, intervint Manning. L'accusation voudra établir la dynamique familiale et la mesure dans laquelle Céleste a trompé son entourage. Le visage d'Ivy se décomposa et, l'espace d'un instant, elle ressembla à la petite fille qui cherchait du réconfort auprès de Gideon après ses cauchemars. Mais elle était désormais mariée, avec sa propre vie et ses propres choix à faire. Je ne peux pas lui rendre visite en prison, dit Ivy en larmes. Je sais que ça fait de moi une fille horrible, mais je ne peux pas la regarder savoir ce qu'elle a fait à toi et à toutes ses familles. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'horrible, dit Gideon fermement. Ça fait de toi quelqu'un de moral. Riley prit la parole pour la première fois depuis qu'elle avait entendu toute l'histoire. De quel soutien ta famille a-t-elle besoin en ce moment? Concrètement, Gideon appréciait l'approche pragmatique de son gendre. L'attention médiatique va s'atténuer. Finalement, mais cette affaire prendra probablement des années à être complètement résolue. Ivy sera identifiée comme la fille des accusés, ce qui pourrait l'affecter professionnellement et socialement. On s'en occupera, dit simplement Riley. Ivy n'est pas responsable des crimes de sa mère. Cet après-midi-là, une autre visiteuse inattendue arriva. Emma Richardson, directrice générale de la Fondation Whitmore, arriva, l'air hagard et désespéré. Monsieur salut, commença-t-elle sans préambule. J'essaie de vous joindre depuis des jours. Le conseil d'administration de la Fondation doit discuter du plan de succession. Gideon fronça les sourcils. Plan de succession? Céleste était la principale administratrice de la Fondation, expliqua Richardson. Avec son arrestation et les accusations criminelles, le conseil d'administration doit nommer une remplaçante immédiatement. En tant que son mari et père de ses enfants, vous êtes l'héritier légal de sa position. L'ironie était parfaite. La fondation que Céleste avait pillée lui offrait désormais le contrôle de ses opérations. Quelle est la situation financière actuelle? Demanda Gideon. Catastrophique, admit Richardson. Entre les fonds volés et les frais de justice, nous risquons la faillite d'ici 6 mois. La seule façon de poursuivre ces activités est que quelqu'un disposant de ressources importantes prenne le relais et s'engage à restaurer la crédibilité de la fondation. Finn leva les yeux de son ordinateur portable où il suivait la couverture médiatique. Papa, la fondation a encore l'infrastructure nécessaire pour faire le bien. Tous les programmes que maman et Brock ont corrompus. On pourrait les faire fonctionner comme prévu. Gideon réfléchit à la proposition. Reprendre la fondation impliquerait d'engager d'importantes ressources personnelles pour réparer les dommages causés par Céleste, mais cela signifierait aussi transformer son arme contre la charité en une véritable force du bien. J'aurais besoin d'un contrôle total, dit finalement Gideon. Nouveau conseil d'administration, nouvelle politique, surveillance indépendante. Tout ce que vous voulez, répondit Richardson avec empressement. L'alternative est la dissolution complète et la responsabilité pénale des membres du conseil d'administration qui n'ont pas détecté la fraude. Et je veux que Finn soit impliqué dans la structure de surveillance, poursuivit Gideon.
C'est lui qui a découvert la corruption. Il devrait avoir son mot à dire pour empêcher que cela ne se reproduise. Ce soir-là, alors que Gideon et Finn travaillaient sur les exigences légales de la restructuration de la fondation, l'amiral Crawford appela avec un autre point sur l'enquête internationale. L'attaque contre l'installation suisse a permis de recueillir des renseignements sur des opérations similaires menées dans 6 autres pays, a rapporté l'amiral. Carrington n'était qu'un maillon d'un réseau qui trafiquait des individus fortunés depuis plus de 10 ans. Votre femme et Valdez n'étaient pas que des criminels. Ils étaient liés au crime organisé à l'échelle mondiale. L'ampleur de la trahison de Céleste ne cessait de s'étendre. Elle ne l'avait pas seulement volé et trompé son mariage. Elle s'était alliée à des criminels internationaux spécialisés dans la disparition de personnes gênantes. Des nouvelles de leur coopération à l'enquête, demanda Gideon. Valdez tente de négocier un accord de plaidoyer, mais il n'a pas grand-chose à offrir que nous ne sachions déjà. Votre femme, en revanche, marqua une pause. Elle garde un silence complet. Ses avocats lui conseillent une stratégie de défense complète. Gideon n'était pas surpris. Céleste avait toujours été têtue, et elle s'était probablement convaincue que ses relations sociales et l'influence de sa famille pourraient la protéger des conséquences de ses actes. Combien de temps avant le procès? Les affaires fédérales de cette complexité mettent généralement 18 à 24 mois à être portées devant les tribunaux, répondit l'amiral. Mais compte tenu des éléments internationaux et du nombre de victimes, cela pourrait prendre plus de temps. Une fois l'appel terminé, Gideon se retrouva seul dans son bureau pour la première fois depuis les arrestations. La maison semblait différente, plus propre, comme si l'absence de Céleste avait éliminé une source de contamination qu'il n'avait pas encore pleinement reconnue. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu lui parvint. Ce n'est pas fini. Vous avez détruit ma vie et je détruirai la vôtre. Surveillez vos arrières. Le message provenait clairement d'une personne liée à Céleste ou à Brock. Probablement un contact de leur réseau criminel qui n'avait pas été arrêté lors de l'opération fédérale. Gideon transmit le message à l'amiral Crawford et prit note de renforcer la sécurité autour de la maison. Finn apparut dans l'embrasure de la porte, comme s'il percevait l'inquiétude de son père. Tout va bien? Juste quelqu'un qui ne comprend pas que leur guerre est déjà terminée, répondit Gideon en lui montrant le message menaçant. L'expression de Finn se durcit. Devrions-nous nous inquiéter? Nous devrions être préparés, corrigea Gideon. Il y a une différence. Tandis que père et fils commençaient à revoir leur protocole de sécurité, Gideon réalisa à quel point leur rôle avait évolué. Finn n'était plus seulement son fils. Il était un partenaire stratégique pour protéger leur famille et garantir que justice soit faite. Papa, dit Finn alors qu'ils terminaient leur examen de sécurité. J'ai une question à te poser. Laquelle? Es-tu d'accord pour être le genre d'homme qui détruit ceux qui le trahissent? Gideon réfléchit sérieusement à la question. Il y a 6 mois, tu aurais peut-être eu du mal à accepter les implications morales de ces actes. Maintenant, après avoir vu l'ampleur des crimes de Céleste et Brock, il n'éprouvait plus aucune incertitude. Mon fils, il y a des gens dans ce monde qui prient pour les autres, qui volent des enfants mourants et planifient de faire disparaître des innocents. Ces gens ne méritent ni pitié ni pardon. Ils méritent d'être arrêtés définitivement. Finn hocha la tête, semblant satisfait de la réponse. D'ailleurs, ajouta Gideon avec un sourire glacial, je ne les ai pas détruits. Je leur ai juste donné assez de cordes pour se pendre. Alors qu'ils se préparaient à aller se coucher, les 2 hommes comprirent que leur guerre était loin d'être terminée. Les procès criminels dureraient des années, le procès civil encore plus longtemps. Il y aurait des appels, des contre-procès et probablement d'autres menaces de la part des vestiges du réseau criminel. Mais Céleste et Brock avaient commis une erreur fatale. Ils avaient supposé que l'amour de Gideon pour sa famille le rendait vulnérable, alors qu'en réalité, il le rendait absolument impitoyable. Ils allaient passer le reste de leur vie à apprendre la différence. Chapitre 7. Le procès de la trahison. 18 mois plus tard, le tribunal fédéral de Manhattan était devenu l'épicentre de ce que les médias appelaient le procès de la décennie. Le dossier de l'accusation contre Céleste Hay et Brock Valdez s'était encore renforcé à mesure que les enquêteurs internationaux découvraient de nouvelles victimes et des preuves de leur complot. Gideon s'est assis dans la galerie derrière la table de l'accusation, regardant sa femme de 25 ans face à des accusations qui pourraient entraîner de multiples phrases à perpétuité. Céleste avait vieilli considérablement pendant son séjour en garde à vue.
Son apparence autrefois immaculée maintenant remplacée par le look Holloway de quelqu'un dont le monde soigneusement construit s'était complètement effondré. L'accusation appelle Finn au stand, a annoncé que la procureure américaine Patricia Vance, un procureur vétéran qui avait construit sa carrière sur des délits financiers complexes. À 19 ans, Finn était devenu un jeune homme formidable dont le témoignage avait été crucial dans la construction de l'affaire fédérale. Il a marché jusqu'à la stand des témoins avec la même confiance calme qu'il a montré lors de l'enquête initiale, ne montrant aucune nervosité malgré l'attention des médias, axée sur chaque mot. Monsieur Hay, a commencé Vance, veuillez dire au tribunal comment vous avez d'abord pris conscience des activités criminelles de votre mère. La voix de Finn était stable alors qu'il racontait découvrir les écarts dans les dossiers financiers de la fondation, son enquête méthodique sur les sociétés écrans et la réalisation progressive que sa mère et Brock volaient systématiquement des organisations caritatives. Et qu'avez-vous fait avec ces informations? J'ai tout documenté, a répondu Finn. Chaque transaction, chaque communication, chaque élément de preuve qui montrait qu'il volait de l'argent destiné à aider les patients cancéreux, les victimes de violences domestiques et les étudiants défavorisés. L'avocat de la défense de Céleste, un éminent avocat criminel en col blanc du nom de Jonathan Pierce, s'est opposé à la caractérisation, mais la juge Catherine Morrison l'a rejetée. La preuve des crimes de l'accusé était trop écrasante pour les défis procéduraux. Monsieur Vance a poursuivi, est-il venu un moment où vous avez appris le plan de votre mère pour que votre père soit faussement arrêté et engagé dans un établissement psychiatrique en Suisse? Oui. 3 jours avant le mariage de ma sœur, j'ai intercepté les communications entre ma mère et le docteur Carrington détaillant le plan pour que mon père soit déclaré mentalement incompétent et transféré dans un établissement où il pourrait être détenu indéfiniment. L'accusation a présenté les conversations enregistrées du jour du mariage, les jouant pour le jury avec Crystal Clarity. La voix de Céleste a rempli la salle d'audience alors qu'elle discutait du calendrier de l'arrestation de Gideon, des preuves fabriquées et de la logistique de le transporter en Suisse. Pendant le contre-interrogatoire, Pierce a tenté de dépeindre Finn comme un adolescent dérangé qui avait violé la vie privée de sa mère et éventuellement fabriqué des preuves. Mais les réponses calmes et détaillées de Finn, et les preuves physiques corroborantes ont rendu les attaques de Pierce désespérées plutôt que efficaces. Monsieur Hay, a déclaré Pierce lors de son contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai que vous avez du ressentiment envers votre mère à cause de sa relation avec Monsieur Valdez? Non, répondit simplement Finn, je supporte le ressentiment envers ma mère parce qu'elle a volé de l'argent à des enfants mourants pour financer sa retraite avec un homme qui prévoyait que mon père soit kidnappé. La salle d'audience a éclaté dans murmures et le juge Morrison a donné pour ordonnance. Votre honneur, Pierce a protesté. Le témoin éditorialise. Le témoin répond à votre question, conseillère. Le juge Morrison a répondu sèchement. Procédez. L'affaire de l'accusation s'est poursuivie pendant 3 semaines avec des témoignages des dirigeants de la fondation, des administrateurs de l'hôpital, des récipiendaires de bourses qui avaient perdu des fonds et des agents du FBI qui avaient enquêté sur le réseau international de trafic. Chaque témoin a ajouté une autre couche à la preuve, montrant que les crimes de Céleste et Brock avaient affecté des centaines de personnes innocentes. L'amiral Crawford a témoigné de la fraude de l'entrepreneur militaire, expliquant comment Brock avait gonflé les contrats de défense tout en livrant des matériaux de qualité inférieure aux installations militaires. L'expert financier de la criminalistique a détaillé le régime complexe de blanchiment d'argent qui avait déplacé des millions de dollars par le biais de sociétés d'éclat vers les comptes Costa Rica. Mais le témoignage le plus dévastateur est venu du docteur pour Hans Müller, un ancien patient de l'établissement suisse qui avait été secouru pendant le raid international. J'y ai été détenu pendant 3 ans. Müller a témoigné par lien vidéo depuis l'Allemagne. Ma femme m'a engagé après avoir affirmé que j'étais mentalement instable, mais en réalité, elle voulait avoir accès à mon entreprise pharmaceutique. Le docteur Carrington et son personnel ont utilisé des médicaments expérimentaux pour garder les patients désorientés et conformes. Le témoignage de Müller a établi que l'établissement n'était pas seulement frauduleux. C'était une violation des droits de l'homme à l'échelle internationale. Céleste n'avait pas seulement prévu de voler l'argent de Gideon. Elle avait prévu de le faire torturer. Lorsque l'accusation a arrêté, la stratégie de défense de Pierce est devenue claire. Il ne pouvait pas contester les preuves des crimes de son client. Il a donc tenté de les dépeindre comme des victimes de la manipulation de Gideon. Mesdames et messieurs du jury, a déclaré Pierce dans sa déclaration d'ouverture pour la défense, ma cliente Céleste Hay était une femme piégée dans un mariage abusif avec un homme formé à la guerre psychologique. Tout ce qu'elle avait fait était motivé par la peur et le désespoir, et non la culté. Était une maîtrise dans la manipulation.
Et les conversations enregistrées montrant sa discussion de calcul sur le fait que Gideon a kidnappé. Le récit de la victime de Céleste. Madame Aïe, vous avez déclaré que vous aviez peur de la réaction de votre mari au divorce, mais vous ne prévoyez pas de divorcer, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Vous aviez l'intention de le faire déclarer mentalement incompétent et engagé dans un établissement psychiatrique étranger où il pouvait être détenu indéfiniment. Ce n'est pas le divorce, n'est-ce pas? J'essayais de lui faire de l'aide. Madame Aïe, l'installation du docteur Carrington est-elle apparue dans une base de données médicale officielle? Je ne sais pas. L'un des patients de l'installation du docteur Carrington y était-il volontairement? Je suppose, Madame Aïe. N'est-il pas vrai que vous n'essayez pas d'échapper à un mariage abusif, mais plutôt de commettre un crime parfait en faisant disparaître votre mari tout en volant des millions de dollars à des organisations caritatives?